Je suis Laure Bonatti et je suis Mathilde Guillon et nous sommes toutes les deux vétérinaires, consultantes en médecine du comportement. Bienvenue dans Vétologie, le podcast qui met de l'éthologie dans la médecine vétérinaire et de la médecine vétérinaire dans l'éthologie. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode solo sur un sujet à la mode pour essayer de répondre à la question suivante: peut-on trop dépenser son chien et ou trop s'en occuper ? On voit fleurir beaucoup d'avis d'éducatrices, d'éducateurs, comportementalistes et autres professionnels du chien prétendant qu'il faudrait demander le moins de choses possible aux chiens, limiter leur activité physique, ne pas chercher spécialement à les fatiguer, etc. De mon côté, j'ai très souvent prescrit des thérapies comportementales qui reposaient au moins en partie sur l'augmentation de l'activité physique, associée bien sûr à d'autres formes d'enrichissement et à d'autres recommandations. Donc bien sûr, en voyant ces idées apparaître un peu partout sur les réseaux sociaux, mais aussi en entendant ce type d'idées dans la bouche de certaines personnes venues me voir en consultation, j'ai voulu mener mon enquête, notamment pour savoir si je me trompais dans la prescription de mes thérapies comportementales. Donc d'abord, j'ai eu du mal à trouver l'origine de ces théories et je ne l'ai pas vraiment trouvée. Ce qui existe depuis longtemps, ce sont de grandes recommandations sur l'activité physique des chiots. Bon, là-dessus, soyons très clairs, il n'existe absolument aucune étude scientifique sur le risque de l'activité physique chez le chiot. Les tableaux de recommandations que l'on trouve un peu partout n'ont donc aucun fondement scientifique. On va tout de même faire appel au bon sens. Oui, il faut limiter les activités physiques intenses et potentiellement traumatisantes pour les cartilages de croissance, et ce jusqu'à la fin de la croissance donc du chien. En revanche, limiter le temps de promenade d'un chiot qui en redemande, c'est aussi le meilleur moyen de voir apparaître des troubles du comportement selon moi. Pour expliquer ce dernier point, on va caricaturer un tout petit peu. Imaginons que vous ayez un chiot, par exemple un chiot issu d'une race plutôt destinée au travail, disons un chien de berger, même s'il est issu d'une lignée dite de beauté. Vous êtes très bon élève, donc vous vous fiez aux recommandations à la lettre, en ne le sortant, mettons qu'un quart d'heure 3 fois par jour. Sauf que cet individu-là, il a été sélectionné entre autres pour son niveau d'activité. De la même manière que tous les humains n'ont pas le même besoin en termes d'activité physique, les chiens non plus, et il est très probable que ce trait de tempérament distingue les chiens dès le plus jeune âge. Donc votre chiot, il va s'occuper autrement. Par exemple en détruisant les meubles, en venant vous mordiller les mains. Et comme vous avez envie de très bien faire, ce que vous allez faire spontanément, c'est vous dire qu'il a envie de sortir, de jouer, bref, vous allez vous en occuper et donc lui proposer une interaction. Donc votre chiot, il va apprendre que détruire les meubles ou vous mordiller les mains, c'est ça qui lui amène une interaction avec vous. Donc c'est plutôt pas terrible comme apprentissage. Il n'existe pas non plus de preuve qu'un excès d'activité va rendre le chien plus endurant. C'est quelque chose qu'on lit souvent, que le chien va être plus endurant et que donc il va en demander de plus en plus. Alors bien sûr, si on se promène, voire si on court régulièrement, on fait du muscle, on améliore ses capacités cardiovasculaires. Donc oui, on devient, au sens de la définition, plus endurant. L'endurance du chien va donc augmenter, mais ça ne signifie pas pour autant que le chien va avoir besoin d'une activité de plus en plus intense pour en être satisfait. Ça signifie juste qu'il sera à même de supporter l'activité physique qui lui est proposée au quotidien. Donc en fait, c'est plutôt une bonne nouvelle a priori. En revanche, ce qui est certain, c'est que si l'activité physique intense, c'est le seul moyen par lequel votre chien se dépense, il sera demandeur que de ça. Alors que si vous variez ses activités, si vous lui proposez des occupations solitaires, des jeux de réflexion, etc., votre chien aura plein de moyens de s'occuper. Il ne sera donc pas dépendant du fait que vous soyez capable de l'emmener courir en forêt 2 heures tous les jours. De la même manière, on va chercher à apprendre au chien, bien sûr, qu'il y a des moments où il est nécessaire de rester calme à la maison pour éviter d'avoir des sollicitations constantes. Mais il n'existe aucune preuve qu'un excès d'activité empêche le chien d'apprendre à rester calme. Il semble même plus intuitif de se dire qu'un chien qui aura eu son compte d'activité physique aura également plus de facilité à rester calme. Bon, mais on peut aussi parler dans cet épisode des bienfaits connus de l'activité, parce que ça, il y en a. Donc d'abord, en médecine humaine, l'activité physique a fait ses preuves. La dépression est significativement corrélée à la sédentarité selon de nombreuses études. Et la sédentarité va aussi entraîner une augmentation des marqueurs d'inflammation. Et concernant ce dernier point, il semblerait même que l'activité physique, pour avoir un effet bénéfique maximal, doive mélanger des exercices intenses à des exercices de gymnastique et à du cardio pour obtenir un effet maximal sur les marqueurs d'inflammation. Bien sûr, ces données concernent les humains, mais des effets bénéfiques de l'activité sur les apprentissages et la dépression ont aussi été montrés chez le rat. Et d'ailleurs, concernant les apprentissages, l'activité physique à l'école améliorerait, selon une étude, la concentration des enfants en cours. Donc ça peut nous ramener à notre chiot du début, qui a tant à apprendre et qui a donc besoin d'être très concentré, donc potentiellement d'avoir une activité physique aussi pour pouvoir apprendre des nouvelles choses.
Mais justement, si on parle des apprentissages, j'ai déjà entendu dire, venant d'une personne, qu'il fallait, je cite, mettre un chien au vert pour diminuer ses comportements indésirables. Alors déjà, l'expression m'a un peu surprise. On ne parle pas d'un herbivore, on ne parle pas non plus d'un humain qu'on va juste envoyer en vacances. Donc là, c'était juste arrêter de demander des choses au chien, arrêter de faire des choses avec lui pour limiter, je cite, les stimulations du système nerveux. Donc l'expression est un peu surprenante aussi parce que le système nerveux, il est sans cesse stimulé. Il se passe des choses dans la vie qui stimulent le système nerveux. Donc vouloir limiter les stimulations, c'est un peu surprenant. Mais bon. Donc je suis allée chercher un petit peu d'études sur le sujet. Et pour répondre à cette affirmation, je vais citer 2 études. La première date de 2021 et elle a consisté à mesurer la qualité de la relation humain-chien en la comparant au niveau d'activité physique du chien. Donc, dans cette étude, les propriétaires décrivaient une bonne relation. C'était aussi des propriétaires dont le chien avait une activité physique importante. Donc, a priori, selon la description faite par les propriétaires en tout cas, plus le chien a de l'activité, meilleure est la relation humain-chien. La seconde étude dont je voulais parler date de 2014 et elle a consisté à mesurer ce qu'on appelle l'effet Eureka chez le chien. L'effet Eureka, c'est un effet qui est relativement connu dans de nombreuses espèces. C'est le fait qu'on éprouve de la satisfaction quand on parvient à réussir une tâche. Donc c'est la motivation et le plaisir qui ressort de la réussite et de la résolution d'un problème. On peut aussi utiliser la notion de contra-freeloading en anglais. Ça correspond au fait qu'il serait plus satisfaisant d'obtenir une récompense après résolution d'un problème que d'obtenir la récompense entre guillemets gratuitement sans rien avoir fait pour ça. Ça, c'est un effet qui est connu dans de nombreuses espèces, qui est décrit chez le chien, et quand on y réfléchit, c'est pas illogique que la sélection naturelle ait permis aux espèces d'avoir une vraie motivation à chercher par exemple de la nourriture et donc à résoudre des problèmes pour ça. Donc cette fameuse étude de 2014, elle mesurait l'état émotionnel de chiens qui obtenaient une récompense soit après avoir résolu un problème, soit gratuitement. Les chiens qui avaient l'occasion de résoudre un problème apparaissaient plus satisfaits avec des comportements d'anticipation positifs, comme des comportements un petit peu d'excitation, avec des chiens qui remuaient la queue, etc. Par contre, ceux qui obtenaient la récompense gratuitement, ils exprimaient de la frustration. Il existerait également, selon certaines études et certains auteurs, une motivation intrinsèque à exprimer certains comportements même sans obtenir une récompense pour ça. Par exemple, chez le chien, poursuivre une proie, même sans la consommer, est souvent considéré comme un comportement qu'on dit parfois auto-renforcé. Il est donc également possible que pouvoir exprimer ces comportements dits auto-renforcés, ça améliore le bien-être. Donc proposer au chien des activités qui correspondent à ce pourquoi il a été sélectionné, ça semble plutôt nécessaire à son bien-être. Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de comportements ont été effectivement sélectionnés par l'humain et qu'il est donc plus ou moins inné pour le chien de les exprimer. On peut donc s'interroger sur le bien-être des chiens chez qui on réprime ces comportements. On peut aussi penser qu'ils apparaîtront quoi qu'on fasse chez certains individus sélectionnés pour ça. Par exemple, je pense aux chiens de chasse qui sont sélectionnés pour poursuivre. Si cela, on ne leur donne pas d'occasion de poursuivre, peut-être que ce comportement va de toute façon apparaître d'une manière beaucoup moins voulue par l'humain. Donc il semble plus logique de vouloir canaliser ces comportements par des activités encadrées que de vouloir les empêcher complètement. Donc pour conclure cet épisode, je pense qu'on peut insister sur le fait que l'activité physique, elle est indispensable au bien-être. Certaines races ont été sélectionnées d'ailleurs pour un haut niveau d'activité, donc il est impératif de satisfaire ce besoin. Il est probable que ces races-là en particulier soient d'ailleurs incapables de se satisfaire d'une simple marche en forêt, même longue, et que donc il faille parfois, pour certains d'entre eux, ajouter une activité physique ou de réflexion plus intense ponctuellement. Mais plus l'activité va être variée, plus elle constitue un enrichissement de qualité. En proposant plusieurs types d'activités, on crée chez le chien une capacité à se satisfaire de plein de choses différentes et pas forcément juste de l'activité physique. Et disons-le franchement, un chien qui est capable de se satisfaire d'une promenade courte associée à plein d'activités dans la maison, c'est bien pratique pour les jours de pluie. Bref, ma conclusion personnelle, c'est que je vais continuer à suggérer des thérapies comportementales, incluant de l'activité et des apprentissages aux chiens, parce qu'après lecture, je n'y vois que des avantages. Ce qu'il faut, c'est que ces activités soient bien encadrées et ne soient pas non plus l'occasion pour le chien d'apprendre ou de renforcer des comportements désagréables pour l'humain. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous faire vos retours sur notre compte Instagram Vetologie ou par mail vetologie.podcast@gmail.com, à partager l'épisode et à nous mettre des étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. À très bientôt dans Vetologie.